Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, président du think tank IPA d'innovation politique et démocratique, et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui au cancer qui continue de faire des ravages sur le continent. Et la maladie fait chaque année 450 000 victimes sur le continent africain. Les perspectives ne sont guère bonnes pour les années à venir car le nombre de décès pourrait doubler d'ici à 2030. En effet, sur place, les spécialistes et les équipements continuent de faire défaut. Pour le moment, le diagnostic précoce qui pourrait pourtant éviter la hausse des décès n'est même pas question. Illustration au Nigeria, pays qui détient le triste record de décès par le cancer. C'est un sujet de Vinanodin. À Abuja, comme des milliers de Nigérians, Perpetual Ace lutte contre le cancer avec l'aide de médicaments. Elle vit dans un quartier à faible revenu et a du mal à accéder aux traitements dont elle a besoin. Il y a 2 ans, Ace a remarqué une boule dans sa poitrine et est allée faire un bilan de santé. Après plusieurs tests, le diagnostic tombe. Elle est atteinte de cancer du sein. Ace a du mal à accepter sa maladie et se plonge dans le déni. Maintenant au stade 4, son cancer s'est propagé dans une partie de ses poumons. J'ai été surprise, j'ai dit, à mon âge, avoir un cancer du sein, je ne pouvais pas le croire. Je sentais que c'était une histoire, juste une histoire. Je l'ai ignoré et je me suis juste détendue jusqu'à la fin de l'année quand le sein a commencé à devenir dur, à enfler et à augmenter de taille. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était vrai. Alors quelqu'un m'a conseillé de prendre un traitement. Ace travaillait dans un restaurant, mais est maintenant au chômage. Elle dépend principalement d'une organisation caritative locale, Project Pink Blue, qui l'aide à financer ses factures médicales. Pour sensibiliser davantage de personnes issues de communautés défavorisées sur le cancer, Project Pink Blue, une ONG locale, mène des programmes sur le terrain pour évoquer la recherche des symptômes et offre des services gratuits de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut sensibiliser davantage, il faut vraiment transmettre le message du cancer, parler à la fois de l'importance des diagnostics et des traitements aux différentes communautés rurales dans différentes langues. Cela ne peut pas être fait s'il n'y a pas un engagement du gouvernement fédéral et s'il n'y a pas aussi un engagement du gouvernement régional pour combattre cette maladie. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, plus de 72 000 personnes meurent du cancer au Nigeria et le nombre va augmenter jusqu'à ce qu'il y ait plus de 102 000 personnes diagnostiquées avec le cancer chaque année. Nous avons une hausse des cancers de la prostate, nous avons une hausse des cancers colorectaux, nous avons même le cancer du foie qui augmente maintenant parce qu'il est lié à l'hépatite. Le cancer reste la principale cause de décès dans le monde. Les médecins affirment que la lutte contre le cancer en Afrique est entravée par le manque de financement pour les traitements et la réticence des patients à consulter un médecin suffisamment tôt. Selon l'OMS, les cancers les plus fréquents en Afrique sont les cancers du col de l'utérus, du sein, du foie ou encore de la prostate. Alors, au Nigeria, on détecte 250 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Et sur le continent, de manière générale, c'est 645 000 nouveaux cas. La maladie prend donc de plus en plus d'ampleur sur le continent. Mohamed Ly, est-ce que le continent est finalement dépassé par tout ça ? Dépassé peut-être, mais il se pose quand même un vrai problème sur ce sujet-là, qu'il faut dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le cancer? La recherche sur le cancer avance. La survie sur cette maladie dans le monde recule. Et l'Afrique, dans cet ensemble qui nous amène des bonnes nouvelles, recule. Et le Nigeria, quand même, qui est un grand pays, est le pays qui accuse le plus de décès pour ce type de maladie. C'est juste inadmissible. Humainement, c'est douloureux. Et troisièmement, il faudra qu'on revoie nos politiques publiques de santé dans nos pays. Il est inadmissible que 5% de cas de cancer ne puissent être infantiles soient guéris en Afrique, en face de 80% dans les pays développés. Donc cela veut dire quoi? Il faut qu'on soit d'accord. Si on est sur le paradigme, je pense, partagé et accepté par tous les pays, que pour aller de l'avant, pour l'humanité, je parle en termes, pas l'humanité entière, pour la gestion humaine des citoyens africains, il faut
au moins réussir la santé de nos populations et après réussir leur éducation. Si on est assis sur ces deux assises et deux piliers, il nous est permis de rêver parce que nous avons toutes les ressources après, je veux dire, intellectuelles, personnelles, et pour y arriver. Pour revenir à la santé, c'est quand même une alerte, un bouton qu'il faut poser. Je pense que l'Afrique devrait s'arrêter. Le Nigeria en est un exemple parce qu'on a fait l'élément sur ce pays-là, mais je pense que dans tous les autres pays, il y a effectivement quelque chose à prendre en charge parce que les recherches sur le cancer coûtent très cher, nous le savons, ici dans les pays que nous sommes. L'humanité, l'OMS, on trouve des solutions, mais qui ne se répercutent pas chez nous en termes de prévention, en termes de diagnostic et en termes de traitement. Et qu'est-ce qu'il faut dire après, enfin? C'est-à-dire que ne pas prendre ces maladies-là en charge à temps coûte plus cher financièrement. Et c'est ça qui est catastrophique. Et ça coûte très cher donc à nos régimes nationaux d'assurance maladie, ça coûte très cher en termes de développement parce que notre infrastructure humaine reste malade. Donc cela veut dire quoi? Nous devrions trouver des mécanismes pour parler aux populations, faire de larges campagnes de sensibilisation. Il est inadmissible que 83 à 87% des femmes touchées en Afrique sur le cancer du sang, c'est juste parce qu'elles consultent tardivement. Et on connaît le cancer même si on n'est pas médecin. Quand vous arrivez avec un cancer à un stade final devant les meilleurs spécialistes et le meilleur matériel, vous êtes venu sur votre lit de mort, donc vous n'en ressortirez pas. Votre prise en charge coûte excessivement cher et la qualité de vie et l'espérance de vie sur ces malades-là sont perdues. Donc il y a franchement une intelligence à réintroduire dans la gestion de nos systèmes de santé, un recul peut-être à prendre et des mesures fortes à prendre. Je prends l'exemple du Sénégal pour le déplorer à un moment. Nous avons la seule machine de radiothérapie qui est tombée en panne. Ce pays bien respecté et bien aimé est resté des mois sur le territoire national, sur l'ensemble du Sénégal. Et l'État a pris effectivement ses précautions. Et puis, on a pris en charge des malades. On les a envoyés en Mauritanie et au Maroc. Mais c'est en solidarité africaine, c'est joli, oui, c'est beau. Mais je veux dire aussi, si je reviens, et c'est ça mon incompréhension dans la mise en œuvre des politiques publiques. Moi, si je reviens dans mon métier, en réseau ou en informatique, en télécom, tout ce que vous voulez, on ne peut pas marcher sur une patte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met toujours des systèmes pour que dans un pays, qu'il n'y ait pas une seule source de ça. Pour que si c'est une patte tombe, l'autre monte tout de suite et qu'on gère au moins une pénurie. Et aujourd'hui, nous l'avons vécu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout de suite, l'État, avec Macky Sall, a fait une commande de 3 radiothérapies et qui est arrivée et qui fera tout en bien à ce pays-là, qui fera tout en bien aux populations. Et je pense que ces efforts-là, parce que le Sénégal, avec une opinion publique forte, s'en est ému et on a trouvé des solutions, il ne faut pas attendre les catastrophes pour prendre les remèdes. Il faudrait que l'Afrique mette en place des politiques publiques de santé efficaces. Alors, on l'a vu dans le reportage Jean-Marie, on a vu cette femme qui s'est faite finalement diagnostiquer, mais à un stade extrêmement avancé de la maladie. Donc, il s'agissait d'un cancer du sein. Donc, avant même la prise en charge, la question qui se pose déjà, c'est le dépistage. Le dépistage. L'Afrique, nous devons plutôt axer nos investissements de santé, des politiques de santé qui sont mises en place par la prévention et l'information de nos populations. Sachant très bien qu'en aval, nous n'avons pas le matériel concordant pour pouvoir détecter ces maladies-là. Donc, à partir de là, c'est pour ça que je dis toujours ne copions pas ce qui se passe à l'extérieur. Nous n'avons pas le même niveau de développement, nous avons nos pratiques, nous avons nos moyens qui ne sont pas les mêmes moyens qu'à l'extérieur. Donc, à partir de là, que faut-il faire? Il faut mettre en place des politiques de prévention africaines. Des campagnes et surtout, des campagnes de sensibilisation. Et surtout, inverser les choses. L'autre jour, nous en parlions, Zara, on a cru que le fait qu'on mette en contact les médecins et les patients par le biais d'Internet, ça ne résout pas le problème parce qu'en amont, l'infrastructure qui doit soigner les malades n'est pas mise en place en tant que telle. Et il y a autre chose sur laquelle je veux revenir, dont parlait Mohamed là tout à l'heure, à savoir que je veux revenir sur, il faut un mix.
On a le matériel qui arrive ici. J'ai dit une fois sur ce plateau, c'est que la plupart des médicaments qui sont utilisés dans les pays occidentaux, ce sont des synthèses chimiques qui proviennent des herbes africaines. Il est temps maintenant, ce qu'on appelle chez nous, si vous voulez, les tradis praticiens ont, comment dirais-je, une expérience qui dépasse des fois des expériences des laboratoires en tant que tels. Vous avez énormément d'Africains qui inventent, qui créent des choses. Mais je n'arrive pas à comprendre que vous avez un organisme comme l'OMS qui va venir freiner la recherche des Africains en disant qu'il faut d'abord que nous fassions, comment dirais-je, des expériences en laboratoire. Alors que vous avez des Africains qui sont compétents et qui savent très bien comment fonctionnent ces produits-là en tant que tels. Ce que nous croyons toujours, nous les Africains, nous croyons toujours que c'est ce qui arrive à l'extérieur qui est bon et que c'est obligatoirement supérieur à nos pratiques. Ce qui n'est pas le cas en tant que tel. Parce que quand vous prenez... Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, qui a reçu 3 brevets ici, là, c'est-à-dire le mois dernier, qui a reçu 3 brevets, c'est-à-dire des choses qu'il a faites en Afrique. Pourquoi ne pas encourager des gens comme le professeur Ainadou? Pourquoi ne pas encourager, c'est-à-dire ce que font les Mavunga concernant le VIH, c'est-à-dire sur lequel c'est un fléau en Afrique, mais nos États négligent, c'est-à-dire leurs propres experts que nous avons sur place en tant que tels, alors que ces solutions-là peuvent être des solutions complémentaires aux solutions que nous allons chercher à l'extérieur. Donc, mettons d'abord en place ces solutions-là. Vous avez aujourd'hui, il y a des tas et des tas de produits qui circulent sur Internet qui proviennent de l'Afrique, sur lesquels vous avez un certain nombre d'universités ont fait des recherches dessus, où ils ont trouvé que l'efficacité était bonne. Mais à un certain moment, l'OMS nous dit, bon, attendez d'abord, bon, alors, nous, ça ne nous Jean-Marie, suffit pas. peut-être pour nuancer un petit peu, ça prend toujours un peu de temps et ça ne concerne pas que l'Afrique. Pour des médicaments qui ont été testés, ça prend même beaucoup d'années avant que finalement oui, ça ne soit validé. Non. Ça ne concerne pas on n'a pas besoin de leur validation en tant que tel Zara. C'est-à-dire nous avons des experts. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous mettons en cause les compétences de nos experts en tant que tels et des choses qui se pratiquent en Afrique depuis longtemps. Et quand on sait très bien que la médecine occidentale, c'est-à-dire elle naît après la médecine africaine et la médecine chinoise en tant que telle. Et qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? On parle toujours de l'expérimentation. Cette expérimentation-là, c'est-à-dire elle vient d'où? Tout simplement, maintenant qu'on essaye de rationaliser les choses, ne mélangeons pas les compétences et la rationalisation. Alors là, ça ne met pas. Est-ce que l'OMS en tant que telle met en doute les compétences ou là où il s'agit de vérifier finalement les médicaments qui pourraient éventuellement être mis sur le marché dans quelques années? Je vais vous prendre un exemple, Zara. Comment voulez-vous que l'OMS puisse maîtriser un produit que les Africains utilisent depuis des siècles mieux que les Africains? Pour moi, ce n'est pas possible. Moi, je pense même si on n'a pas les protocoles, si vous voulez, les protocoles des laboratoires pharmaceutiques en tant que tels, il y a quand même la pratique sur le terrain, puisque une fois, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'expérimentation scientifique et la vérification empirique. Cette vérification empirique-là a déjà été faite en Afrique. Alors, on aura l'occasion d'en parler. Un dernier mot en quelques secondes. Mohamed Ly, s'il vous plaît. Moi, je pense que si j'ai un appel à faire sur le continent et pour les États, c'est vraiment une proposition qui a été faite d'ailleurs par un professeur nigérian, c'est-à-dire d'inclure le traitement du cancer dans les régimes nationaux d'assurance maladie. Je pense qu'un des freins à l'accès aussi aux soins, c'est vraiment la cherté du soin, le coût de traitement. Et il est temps, il serait bien de mutualiser ceci, parce que quand même, nous l'avons appris après les maladies cardiovasculaire, c'est la maladie qui tue le plus chez nous. Il faudrait qu'on fasse peut-être à l'échelle continentale une exception, une solidarité, une prise en charge à 100% véritablement. 100% et mutualiser les coûts pour que cette maladie-là puisse... Il y a une chose que je voudrais aussi souligner par rapport à l'Afrique dont on parle là. Moi, j'aime bien aller au fond des choses. Ça voudrait dire quoi? Essayons de regarder les cas de cancer, si vous voulez, le nombre de cas de cancer en Afrique, et regardons la progression qui est quelque part liée à nos changements de mode de vie en tant que tel. D'aucuns me diront que vous savez, M. Bitomo, avant, les modes de détection n'étaient pas aussi performants que ce qu'on a aujourd'hui et tout ce qui s'ensuit. Mais on sait très bien aujourd'hui, comme le disait Mohamed, c'est que le cancer, aujourd'hui, on connaît les causes et on sait que les modes de vie y rentrent énormément. Et qu'on essaie de regarder, si vous voulez, le fait que les sociétés africaines s'occidentalisent, si vous voulez, en termes d'alimentation et tout ce qui s'ensuit, qu'on se pose de temps en temps une question là-dessus. On sait très bien comment sont produits les aliments que nous mangeons en Afrique. Merci.
Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Marie Bitomo. Donc, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Merci à vous également, Mohamed Ly, d'avoir participé. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, je rappelle que vous êtes le président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée.